merci pour votre présence. Comme vous voyez, à l'heure actuelle, on est 22 participants, mais derrière les 22, il y a un participant qui représente toute une salle d'étudiants à l'UBO. Donc, on est beaucoup plus nombreux et d'autres personnes vont nous rejoindre, notamment la députée Graziella Melchior de la 5e circonscription, qui arrive chez elle vers 5h moins le quart. Et donc, c'est vrai que l'atelier qui va être restitué aujourd'hui a été très impacté, forcément par le deuxième confinement. Et donc, je suis très heureux pour les étudiants qu'aujourd'hui, il y a un très bel auditoire. Normalement, je pense qu'il y a 4 communautés de communes représentées, plusieurs communes littorales du Pays des Abers, bien sûr l'université, bien sûr donc le département et aussi la direction régionale de l'environnement. Donc, merci à tous pour votre présence. Je devrais peut-être juste dire un mot par rapport à moi-même. Je suis Andrew Lincoln, donc conseiller municipal à Plouguerneau. Et donc, je vais parler aujourd'hui au nom de la commune. Comment allons-nous organiser les à peu près 2 heures de réunion? Il y aura donc une introduction d'abord par moi-même et ensuite au nom de la commune et ensuite par Vincent Ducrot pour le département et notamment le partenariat Littorisque. Et ensuite, nous allons passer la main aux étudiants qui vont faire une restitution du travail accompli pendant à peu près 1 heure. Et par la suite, il devait rester à peu près 1 heure pour un débat. Donc, j'admets les 2 personnes qui arrivent. Donc, je pense que tout le monde a sans doute déjà l'habitude de travailler sur Zoom. Si ce n'est pas le cas, donc, si possible, gardez donc votre micro fermé. Vous avez en bas à droite donc, le bouton réaction sur lequel vous pouvez appuyer et vous verrez qu'il y a la possibilité de lever votre main si vous voulez intervenir. Et comme on est nombreux, la meilleure façon d'intervenir, en fait, est d'utiliser le chat. Où je vois qu'il y a déjà 4 messages qui ont été échangés. Et comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à une question, la séance est enregistrée pour que, en fait, le débat puisse être par la suite utilisé, par exemple, sur le site web de la commune et sans doute par les étudiants, etc. Donc, 2 mots d'introduction, d'abord moi-même et ensuite Vincent Ducrot. Pour ce qui concerne la commune, peut-être un mot pour expliquer les origines de l'atelier, comment le contact s'est fait entre la commune de Plouguerneau et donc le partenariat Littorisque. Et tout simplement, ça remonte en fait au 17 septembre 2019, il y a presque 18 mois maintenant, quand le partenariat Littorisque a organisé ce jour-là à Guissény, je cite, un atelier de terrain ayant pour objectif de présenter les stratégies de gestion du côte envisageables pour les secteurs présentant un risque d'érosion et ou de submersion. C'est forcément un sujet qui avait intéressé les élus de Plouguerneau parce que nous avons 45 km de côte et c'est une côte qui a beaucoup souffert en 2014 avec les tempêtes du mois de février. Donc, Plouguerneau était bien représenté à cette journée de travail à Guissény, 3 élus et notre directrice du service aménagement. Et la communauté de communes du Pays des Abers était aussi présente avec la directrice du service environnement.
Nous avons eu une matinée vraiment, j'ai trouvé passionnante, deux exposés assez brillants d'universitaires très distingués, une présentation du travail en cours sur la prévention d'inondations chez nos voisins de l'Est-Novin, donc présenté par Naomi Flock qui est avec nous aujourd'hui, et aussi une présentation par des étudiants, c'est-à-dire le premier atelier étudiant lithorisque qui démarrait à Plouhinec. Donc, à la fin de la journée, Plouguerneau a exprimé son intérêt par rapport à l'organisation d'un futur atelier. Nous avons été invités et nous avons participé il y a juste un an à la restitution du premier atelier à Plouhinec. Ensuite, nous avons candidaté en avril auprès du département. La candidature a été retenue. Il a fallu par la suite bâtir un fiche projet que nous avons fait donc avec deux professeurs de l'IUM, Alain Enaf et Yvonne Lebert, en juillet 2020. Et le projet a été choisi par 8 étudiants du Master 2, expertise et gestion de l'environnement littoral, avec qui nous avons commencé à travailler en octobre. Il faut dire que octobre était un moment très intéressant aussi pour le CCPA, qui est en train de relancer tout son travail sur le PCAET, le plan climat et énergie territoriale. Donc, pour conclure cette petite introduction, je voudrais vraiment exprimer toutes les félicitations de la commune aux étudiants qui ont tenu bon malgré le deuxième confinement, qui a été clairement très difficile en termes d'organisation. On est en visio, en gros, depuis le mois de novembre. Ils ont fait un travail très, très intéressant que vous allez découvrir après le mot de bienvenue de Vincent Ducrot. Vincent, je te passe la main. Oui, merci beaucoup, Andrew. Je voulais effectivement rappeler en introduction que cet atelier d'étudiants s'intègre au sein du partenariat Lithorisque, donc qui est un partenariat qui associe l'Université de Bretagne occidentale, le conseil départemental et le CEREMA. Ce partenariat a été créé en 2019 autour du constat que les collectivités littorales finistériennes avaient un besoin d'accompagnement sur leurs problématiques d'érosion et de submersion. Et donc, le partenariat s'est fixé 3 objectifs majeurs d'action qui sont l'observation du littoral, l'accompagnement des collectivités et la sensibilisation du public. Et en fait, l'atelier d'étudiants est un outil, alors c'est un outil majeur pour le partenariat Lithorisque d'accompagnement des collectivités, mais on voit que c'est un outil qui répond en fait à ces 3 dimensions, l'observation, l'accompagnement et la sensibilisation. En tout cas, vous allez le voir tout à l'heure quand les étudiants vont présenter leur travail, ce sera peut-être plus concret. Dire aussi que pour nous, cet atelier, je parle au nom des partenaires Lithorisque, il nous apparaît vraiment comme très intéressant parce que ça permet à des étudiants de se confronter à un cas réel. Ils viennent sur le terrain, rencontrer l'ensemble des acteurs d'une commune, observer aussi le territoire et donc s'en imprégner. Et ce qui fait que leurs recommandations et leur diagnostic est réellement pertinent parce qu'ils ont vraiment eu le temps de se l'approprier totalement. Comme tu le rappelais, Andrew, c'est le deuxième atelier d'étudiants qui va se clôturer aujourd'hui pour le partenariat Lithorisque. Donc, c'est un outil qui fonctionne extrêmement bien et qui, je peux même le dire, est assez prisé puisque figurez-vous qu'on a déjà une demande pour le 3e étudiant donc, qui débutera en septembre prochain. Donc là, c'est un voisin, la communauté de l'Est-Novin Côte des Légendes, qui s'est positionnée pour avoir bénéficié également d'un atelier d'étudiants qui se tiendra sur la baie de Goulvin cette fois-ci. Et donc, on est très content de voir que c'est un outil qui est repris
et qui est demandé par d'autres. Donc peut-être même qu'il y aura d'autres demandes encore pour l'année prochaine, et tant mieux, puisqu'on voit tout l'intérêt de ce type d'accompagnement. Pour terminer, j'avais dit que je serais bref, je me tiens à ça. Je voulais adresser au nom des partenaires un chaleureux remerciement à l'ensemble des étudiants qui ont travaillé sur cet atelier dans des conditions, tu l'as rappelé, pas forcément évidentes. Et je tiens à leur dire aussi que nous, on est très satisfaits du travail qui a été effectué, d'autant plus que à travers cet atelier, c'est la crédibilité du partenariat qui est en jeu aussi. Et je crois que je vais laisser à tout le monde le soin de découvrir les travaux qui ont été faits, mais je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Le partenariat avec cet atelier reste tout à fait crédible auprès des collectivités. Voilà, j'en ai terminé. Merci et je laisse la parole donc aux étudiants. Bon, chers étudiants, à vous de jouer. Oui, merci beaucoup. Je vais partager le diaporama. Déjà, merci beaucoup pour tous vos retours et on espère que cette présentation sera à la hauteur de la manière dont vous nous avez décrit et décrit notre travail. Donc, bienvenue à tous dans cette... de quoi? Désolé. Voilà. Donc, merci beaucoup et bienvenue à cette restitution de l'atelier Plouguerneau. Donc, je vais tout d'abord commencer par présenter le déroulement de la restitution. Donc, on va commencer par une présentation et une contextualisation de l'atelier étudiant. Ensuite, on va aborder 3 thèmes différents que sont les aléas littoraux à Plouguerneau, ensuite la méthodologie et les résultats que nous avons obtenus, et enfin les quelques pistes de gestion qu'on a pu proposer dans notre rapport. Donc après la conclusion, il y aura donc un temps de discussion et d'échange comme a pu le dire Andrew. Donc, pour rappeler le contexte, même si Andrew et Vincent Ducrot l'ont très bien expliqué, donc c'est un atelier étudiant qui est réalisé par les étudiants du Master EGEL, donc expertise et gestion de l'environnement littoral, basé à l'IUM à Plouzané. Donc c'est dans le cadre de l'UE atelier consacré à la gestion de la zone côtière. L'objectif de la commande de cet atelier, c'est donc de réaliser un diagnostic des risques littoraux auxquels doit faire face la commune de Plouguerneau, afin de proposer des pistes de gestion adaptées. Donc pour ça, un groupe de 8 étudiants s'est formé. Donc parmi ces 8 étudiants, 3 étudiants étaient issus de la géographie, 3 autres de la biologie et de la géologie, un étudiant issu de la branche plutôt philosophie, sociologie, ethnologie, et enfin une étudiante venant de gestion et de la protection de l'environnement. Donc, cet atelier est proposé par le partenariat Littorisque, comme a pu le dire Vincent Ducrot, à la mairie de Plouguerneau. Et au niveau universitaire, il a été encadré par Iwan Lebert et Alain Henaf. Il y a également un comité de pilotage qui a été mis en place. Donc, les membres de ce comité sont les suivants: Andrew Lincoln, Alain Romé et Martine Perrault pour la commune de Plouguerneau. Ensuite, Myriam Diascorne de la CCPA, Vincent Ducrot du CD29, Philippe Landais de la DDTM et enfin Boris Leclerc du CEREMA. Donc, pour revenir à Plouguerneau plus particulièrement, c'est une commune du Nord Finistère qui comporte un linéaire côtier de 45 km. Par ce grand linéaire côtier, il y a une grande diversité de formes littorales. Et donc, pour nous, il a été essentiel en fait, de sélectionner des secteurs d'études afin de pouvoir produire un rapport le plus exhaustif possible. Donc, je vais tout de suite laisser Célia vous présenter les 4 secteurs d'études qu'on a retenus. Donc, effectivement, on a sélectionné des secteurs d'études dès le début de l'atelier avec la mairie de Plouguerneau. Sur cette carte, on peut voir d'est en ouest qu'on a le secteur du Vougeot en bleu, le secteur de Saint-Michel-Coréjoux en vert,
le secteur de Porthgwen en orange et le secteur de Castellar en rouge. Donc, on a sélectionné ces sites d'études, mais on a quand même effectué un diagnostic global du littoral. Et il nous a permis, dans un premier temps, de voir que le littoral, il est structurant pour la commune de Plouguerneau, puisqu'en fait, la répartition de la population, elle s'articule autour de ce littoral. Et on a également une économie qui dépend de ce littoral, notamment l'économie liée au tourisme. Le tourisme à Plouguerneau, il dépend vraiment du littoral, enfin quasiment exclusivement du littoral. En effet, on a le phare de l'île Vierge qui compte le nombre d'entrées le plus important de tout le pays des Abers. Donc, à une échelle plus globale, c'est vraiment un territoire qui attire. Ensuite, on a le sentier littoral qui, pareil, est très fréquenté et qui attire aussi bien les touristes que les locaux. On a également les entreprises qui s'implantent tout le long du littoral. On a des entreprises qui s'implantent d'ailleurs récemment, qui sont implantées depuis peu sur le littoral, ce qui témoigne d'un certain dynamisme. Et au final, tous ces aspects-là qui sont abordés dans un premier temps dans le diagnostic global, ils justifient qu'on s'intéresse à la côte de Plouguerneau et plus spécifiquement aux risques littoraux. Aussi, on voit que le littoral de Plouguerneau, il a des paysages très diversifiés et c'est ce qu'on va voir justement un petit peu plus en détail avec Gillian tout de suite. Alors, comme vous pouvez le voir donc, sur cette carte géomorphologique, le territoire de Plouguerneau, il repose en partie donc, sur une plaine d'une altitude moyenne de 15 mètres et sur le plateau du Léon. Donc, le linéaire côtier, comme ça a été dit, il est très important et son tracé, il est très irrégulier. Donc, en fait, au niveau du littoral, on retrouve toute une succession de formes littorales telles que des plages de sable et de galets, des massifs et des cordons dunaires, qui sont accumulés en fait entre des secteurs de falaises rocheuses et de falaises meubles. Plus au sud-ouest, on va retrouver toute une partie estuarienne et au large de la commune, on va retrouver une grande plateforme d'érosion qui est à demi émergée. Alors, lorsque l'on se balade sur le littoral, on peut observer de l'érosion sur toutes les formes que je viens de vous montrer. Et cette érosion, elle correspond donc à une perte graduelle de matériaux qui entraîne le recul des côtes rocheuses et l'abaissement des plages. Donc cette érosion, elle peut prendre différents aspects et s'expliquer par différents facteurs qui peuvent être soit naturels, soit anthropiques. Et je vais essayer de vous montrer donc à quoi cela ressemble. Alors, sur les formes d'accumulation qui correspondent donc à des plages et des dunes, cette érosion se traduit par une perte de sédiments, pouvant se traduire localement par l'abaissement ou le rétrécissement des plages, mais aussi par l'ouverture de brèches dans des cordons dunaires. Cette perte sédimentaire, elle est liée à une pénurie qui est mondialisée, une pénurie sédimentaire qui est mondialisée, et qui s'explique par des apports de sédiments qui sont en fait assez faibles parce qu'ils sont limités aux produits de l'érosion continentale, apportés par les cours d'eau, et les produits de l'érosion des falaises. Donc, il faut savoir qu'il y a encore quelques milliers d'années, ces apports ils étaient largement supérieurs parce que une longue période en fait, de froid avait permis de produire d'importants stocks sédimentaires qui sont aujourd'hui épuisés. Alors, cette pénurie naturelle, elle est largement amplifiée par les actions humaines et notamment par la construction des barrages qui a nettement diminué, donc, les apports sédimentaires par les cours d'eau, mais aussi par les prélèvements de sable sur les plages et par la construction d'aménagements et d'ouvrages sur le long des côtes qui ont perturbé donc, le transit sédimentaire. Alors l'érosion, évidemment, ne touche pas seulement les côtes d'accumulation. Les côtes d'ablation sont également soumises donc, à ce phénomène. Et j'ai choisi de prendre comme exemple les falaises meubles parce qu'en fait, elles sont caractéristiques d'une grande partie du littoral de Plouguerneau. Et ces falaises, elles sont majoritairement constituées du coup de formations superficielles meubles, telles que du hêtre ou des limons, qui sont en fait des matériaux très érodables. Alors, l'érosion se traduit pour les falaises meubles par des éboulements après les pluies parce qu'en fait, elles sont assez sensibles à l'érosion hydrique, à savoir donc le ruissellement et l'infiltration. Donc, l'eau va avoir tendance à s'accumuler en fait en haut des falaises et s'accumuler dans les formations meubles, ce qui provoque en fait le glissement de pans entiers de versants le long de la pente. Alors, contrairement du coup aux idées reçues,
La cause principale, elle n'est pas marine, mais elle est bien continentale. La mer joue un rôle, hein, mais ce rôle, il est secondaire parce qu'en fait, la mer ne fait que déblayer le matériel qui a été préalablement érodé. Alors, généralement, le recul des falaises, il est visible, hein, par la présence de ce qu'on appelle une plateforme d'érosion. C'est ce que je vous ai montré au tout début de cette présentation, et qui est localisée donc en avant de la falaise. Sur le terrain, donc, elle correspond tout simplement, hein, au platier rocheux qui est dénudé à l'approche du rivage. Alors, l'érosion des falaises, hein, tout comme pour les plages, peut être, a une cause d'abord naturelle, mais qui peut être amplifiée, hein, par les actions humaines, et notamment par les ouvrages comme les enrochements. Alors, il faut imaginer que lorsque les vagues frappent un mur ou un enrochement, leur énergie est réorientée en fait aux extrémités de cet ouvrage, ce qui peut accélérer l'érosion sur les rives voisines, et c'est ce qu'on appelle en fait un effet de boue. Ici, je vous montre l'exemple de la plage du Zorn. Et donc, le figuré en rouge là, représente cet effet de boue et ce recul en fait de la falaise. Donc, l'érosion du littoral, il est causé, hein, par des agents météo-marins et des agents anthropiques qui opèrent donc sur une échelle de temps plus ou moins court. À savoir, l'érosion peut s'exercer à l'échelle d'une journée, à l'échelle de saison ou de quelques années. Cependant, lorsque l'on s'intéresse à l'érosion, et notamment dans un souci de gestion et d'aménagement de son territoire, il est aussi important de réfléchir, hein, sur une échelle un peu plus longue, voire beaucoup plus longue. Et la question intéressante donc à se poser, c'est jusqu'où le trait de côte est susceptible de reculer à long terme. Alors, je vous ai montré au tout début de cette présentation, hein, que la commune reposait à la fois sur une plaine et sur le plateau du Léon. Cette plaine, en fait, elle correspond à une ancienne plateforme d'érosion qui, je vous le rappelle, donc n'est autre que le témoin, hein, du recul des falaises. Or, si la plaine, est en réalité une ancienne plateforme d'érosion, cela signifie que par le passé, le trait de côte était bien plus loin dans les terres et donc que le niveau marin était supérieur à l'actuel. En effet, l'ancienne ligne de rivage était sans doute à peu près, comme vous pouvez le voir sur la carte, située donc au niveau du trait rouge, qui correspond en fait à une position supposée d'une ancienne falaise rocheuse. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la ligne de rivage, elle n'a fait que changer en fonction en fait des variations du niveau de la mer, elle-même expliquée par l'alternance de périodes froides et tempérées au cours de ces 2 derniers millions d'années, ce qu'on appelle le quaternaire. Alors, lors des phases de climat tempéré, la mer est remontée et a ennoyé donc le continent. Lors des phases de climat plus froid, le niveau marin est descendu, exondant une grande partie de la plateforme continentale qui est aujourd'hui immergée. Pardon. Pour vous donner un exemple, donc la dernière période glaciaire, et notamment au maximum glaciaire, il y a à peu près 18 000 ans, le niveau marin il était 120 mètres plus bas que celui d'aujourd'hui, car l'eau était accumulée dans les glaciers. Sur cette carte que l'on peut voir, en fait, la Manche, elle n'existe plus. À la place, on retrouve un fleuve, c'est le fleuve Manche. Donc, tout ce qui est en vert, en fait, correspond au continent. Alors, durant cette période froide, l'érosion continentale elle a été extrêmement active, notamment par les actions de gel qui ont permis de fracturer la roche, produisant d'importantes quantités de débris sédimentaires. Lors des dégels printaniers, ces matériaux en fait, ont glissé via une matrice boueuse et se sont accumulés donc en pied de versant, le long des cours d'eau, etc. Ce sont ces débris que l'on retrouve donc dans le Head, qui, je vous le rappelle, du coup, sont les formations superficielles meubles que l'on retrouve dans les falaises meubles de Plouguerneau. Lorsque le climat a commencé à se réchauffer, donc il y a environ 15 000 ans, le niveau de la mer a commencé à remonter, en noyant à nouveau le continent. Et donc, ça a permis d'une part de former les côtes d'accumulation, donc les dunes et puis les plages, et d'autre part, ça a permis en fait d'éroder le matériel qui était descendu en pied de versant et de former les falaises meubles. Donc, en ce qui concerne Plouguerneau, ce déblaiement,
en fait, il n'est pas encore achevé partout. La partie ouest de la commune, donc qui correspond à cette fameuse plaine, eh bien, elle va être érodée en fait à mesure que le niveau marin va continuer d'augmenter. Bien évidemment, je vais vous rassurer tout de suite, hein, c'est pas pour demain. Les prévisions que nous avons faites d'ici 2100 prévoient un recul au maximum de 100 mètres dans une zone extrêmement localisée. Mais à terme, hein, si le niveau marin rejoint donc ce haut niveau marin dont je viens de vous parler, voire le dépasse, eh bien alors toute la plaine sera à nouveau du coup déblayée par la mer et redeviendra une plateforme d'érosion. Donc vous voyez hein, que c'est quand même intéressant d'étudier l'érosion sur une échelle de temps qui est assez longue, parce que ça peut éviter d'une part de mauvaises surprises dans les longues années à venir et permettre de mettre en place une gestion sur le long terme. Alors je vous ai dit tout à l'heure que cette plaine elle était d'une altitude relativement basse et donc de ce fait elle est également exposée à un autre type d'aléa qui est l'aléa de submersion et Max va vous parler de ça. Donc voilà, donc comme l'a dit Gillian, la commune de Plouguerneau est aussi soumise à l'aléa de submersion, donc, qui est une inondation de courte durée de la zone côtière, donc de basse altitude, par la mer lors d'événements météo-marins extrêmes. Donc ces événements météo-marins extrêmes, ils requièrent des conditions météo et marégraphiques particulières. Donc elles se produisent en général au cours d'une pleine mer lorsque les coefficients sont forts. Mais ces facteurs doivent aussi coïncider avec le passage d'une tempête, donc qui implique une chute de la pression atmosphérique et des vents forts venus du large, donc qui vont provoquer une accumulation d'eau à la côte et qui peut résulter en une submersion donc, par débordement, par franchissement de paquets de mer ou par rupture des systèmes de protection. Donc ici à droite, on peut voir le résultat de la tempête de 2014 sur Plouguerneau. Et donc quand on s'intéresse plus généralement au territoire de la commune, on peut voir donc la cartographie des zones basses de la DDTM en 2013, donc, que la commune est quand même bien, que plusieurs secteurs de la commune sont déjà submersibles, soumis à la submersion. Et puis donc, le territoire n'est pas épargné par les tempêtes. Donc, depuis 1966, il y a 222 impacts de tempêtes qui ont été enregistrés dans la base de données OSIRISC, répartis sur à peu près 32 secteurs de la commune. Donc Plouguerneau est donc bien soumis aux aléas littoraux à la fois d'érosion et de submersion, qui justifie donc l'intérêt de la commune de s'y intéresser. Maintenant que nous avons vu pourquoi c'est intéressant d'étudier les risques, les aléas littoraux à Plouguerneau, on va s'intéresser à la méthodologie et au déroulement de l'atelier. Donc cette méthodologie, pour vraiment avoir une étude du risque qui soit globale, elle a été fondée sur la vulnérabilité systémique. Donc cette vulnérabilité systémique, elle comprend 4 composantes qui sont les suivantes. Aléas enjeux, comme on le voit sur ce schéma. Donc l'aléa et l'enjeu, ça constitue le risque lorsqu'on les croise. On a aussi la composante gestion et la composante représentation. Ce concept-là de vulnérabilité systémique, il est intéressant dans la mesure où il prend en compte l'aléa dans la vulnérabilité, ce qui n'est pas souvent le cas lorsqu'on étudie les risques. Et également, il est intéressant parce qu'il met en interdépendance les 4 composantes, comme je l'ai dit. Et on voit que vraiment, au travers de ce schéma... T'es pas là? T'es pas là? Il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Du coup, ces 4 composantes, elles sont réellement en lien, comme on le voit sur ce graphique. Les aléas, ils peuvent endommager les enjeux. Les enjeux, ils peuvent bloquer la dynamique naturelle des aléas, donc perturber la dynamique naturelle. La gestion, elle peut permettre de protéger les enjeux grâce à la réglementation. Et les représentations, le recueil notamment des représentations, peut permettre de faire mieux accepter les pistes de gestion par rapport aux enjeux, à la protection des enjeux.
Donc, par rapport à la première composante aléa, la méthodologie stricte utilisée, c'est en fait, elle repose sur de la cartographie et notamment de l'analyse de photos aériennes. Donc ça, ce sera un peu plus développé après. Et tout ça grâce au SIG, donc Système d'information géographique. Pour les enjeux, c'est un gros travail de bibliographie qui a été effectué, mais également du terrain et de la cartographie toujours. On a aussi rencontré des acteurs locaux et échangé avec la mairie pour les données, notamment sur les enjeux économiques. Aussi, on a beaucoup sollicité les documents d'urbanisme pour cerner les enjeux sur le littoral. Et ça s'est aussi retrouvé dans la gestion. Enfin, on a aussi réutilisé les documents d'urbanisme dans la gestion, parce qu'ils ont permis de faire des pistes de gestion adaptées. On a aussi réalisé un inventaire des ouvrages côtiers sur la méthode de l'UBO, donc ça, ce sera développé aussi un petit peu après, et de la bibliographie. Pour les représentations, la méthodologie, elle s'articule autour d'un questionnaire sur la perception de la gestion du trait de côte. Et c'est un questionnaire qui a été administré à la population de Plouguerneau. Il repose sur, il s'est inspiré des questionnaires qui ont déjà été réalisés par d'autres projets de recherche de l'IEM, donc Osirisque, Lithorisque et Cocorico. Et on a également une méthodologie qui s'articule autour d'entretiens menés avec les élus, les gestionnaires, pour recueillir leur perception du territoire de Plouguerneau. Tout ça, ça s'inscrit chronologiquement de cette manière. Donc, on a des entretiens qui se sont déroulés plus ou moins tout au long de l'atelier, d'octobre à janvier, comme on voit ici. Là. Et ensuite, pour la diffusion du questionnaire, donc ça a duré environ un mois, un petit peu plus d'un mois d'ailleurs, du 25 novembre au 3 janvier. On a eu une semaine entière de terrain qui s'est déroulée début octobre. Et sinon, pour le recensement des ouvrages côtiers, il s'est déroulé début décembre. Il faut savoir que tout au long, pour l'atelier, pour réaliser vraiment l'atelier, on a eu un peu plus environ 4 mois, puisqu'il a commencé le 21 septembre. En fait, c'est la date de la rencontre avec les commanditaires, les élus de Plouguerneau. Et il s'est terminé en février, aujourd'hui, avec la restitution et fin de l'atelier. Voilà. Maintenant qu'on a vu la méthodologie, on va pouvoir aborder un petit peu plus les résultats et approfondir cette méthodologie quand même, qui reste globale. Donc, pour la première composante de la vulnérabilité, on va d'abord s'intéresser à la cartographie de l'érosion. Donc, on s'est concentré sur deux portions du trait de côte de Plouguerneau, parce que c'est un processus qui est quand même assez chronophage. Donc, on s'est intéressé à environ 15 km de trait de côte qui regroupait donc nos 4 sites d'études. Donc, cette cartographie, elle s'est faite par analyse diachronique, par numérisation du trait de côte à partir d'orthophotographie de 1952, 2000 et 2017. Donc, en calculant la distance entre les traits de côte numérisés, on a obtenu la vitesse d'évolution sur 2 séries temporelles. Donc, d'abord sur la période 1952-2017 et puis sur la période 2000-2017 par tronçon de 5 mètres. Et donc, entre ces deux vitesses, on a retenu la plus pessimiste. En multipliant donc ces vitesses par le nombre d'années jusqu'à l'horizon 2100, on a obtenu les surfaces potentiellement érodables. Donc, comme l'a dit Gillian tout à l'heure, on peut, sur un petit bout du secteur de Saint-Michel, on a une portion qui peut reculer jusqu'à 100 mètres maximum. Mais donc, bien sûr, nos résultats sont à nuancer. On a d'abord une incertitude qui est liée à notre méthodologie, que ce soit pendant la numérisation ou avec la précision des orthophotographies. On a obtenu une incertitude de 2,7 à 3,7 mètres, selon la série temporelle utilisée. Les résultats qui étaient, donc la distance érodée qui était inférieure à ces distances ont été notés non significatifs, donc les traits en noir fin sur la carte. Mais évidemment, quand on parcourt le littoral à ces endroits-là, on relève tout de même des marqueurs d'érosion, et donc bien sûr, ces portions de trait de côte seront amenées à évoluer dans le temps. Également, ces portions érodables, c'est le maximum érodable, on va dire, à l'horizon 2100, parce que
sous les matériaux meubles altérables, érodables, se trouve une roche-mère indurée, qui est donc quasi inérodable. Et donc, si on atteint cette couche de roche-mère avant l'horizon 2100, bien sûr, les traits de côte ne seront pas amenés à reculer autant que prévu. Et puis enfin, donc, on a quand même noté une tendance à l'accélération du recul du trait de côte. Donc, quand on a comparé nos séries temporelles 1952-2017 et 2000-2017, la vitesse de recul 2000-2017 était en général supérieure à l'ancienne. Donc, en cause probablement la surfréquentation du littoral, l'élévation du niveau marin, ou encore la modification de la dynamique naturelle, comme on peut le voir sur la falaise du Zorn ici, donc la pose d'un enrochement qui a provoqué un effet de boue et donc qui a creusé la falaise adjacente. Donc voilà, à travers cette méthodologie, on a cherché à établir les grandes tendances sur le littoral de la commune, donc bien sûr pour identifier les secteurs les plus soumis à l'aléa. Et donc pour l'identification et la cartographie de l'aléa submersion marine, on est parti du modèle numérique topographique en 3 dimensions litho 3D, qui nous a permis donc d'établir 4 niveaux de zones submersibles. Donc notre niveau de référence a été effectué à partir du niveau marin de référence pour un événement centenal du CHOM. Donc il y a une probabilité d'occurrence d'1% de subvenir chaque année. Donc à partir de cette zone submersible de référence, on a pu définir une zone submersible de danger pour la vie humaine, c'est-à-dire qui serait immergée d'1 mètre en cas d'événement de référence. Et puis deux zones submersibles à l'horizon 2100, pardon. Une optimiste qui suit les recommandations de l'État français, et puis une pessimiste qui s'inspire des recommandations du GIEC à l'horizon 2100. Donc, la différence de notre méthodologie avec ce qui a déjà pu être fait donc, par la DTM et la carte que je vous ai présentée juste avant, c'est l'intégration des recommandations du guide du plan de prévention des risques littoraux. Donc, on a ajouté à notre méthodologie une incertitude de calcul et une incertitude liée à l'élévation du plan d'eau causée par les vagues. Donc, on a un scénario voilà, plus pessimiste que ce qui a pu être fait avant volontairement. Donc, on peut voir donc, sur la carte, par exemple, que déjà aujourd'hui, on a, selon notre méthodologie, environ 120 hectares potentiellement submersibles, dont 2 zones déjà bien potentiellement submersibles et en danger, et mettant en danger la vie humaine, donc à Kerazan et puis au Vougo à l'est. Et puis donc, il faudrait rajouter jusqu'à 180 hectares de zones submersibles d'ici 2100. Et puis donc maintenant pour la deuxième composante de la vulnérabilité, donc les enjeux, ils peuvent être regroupés en 3 grandes catégories. Donc les enjeux humains qui sont liés à l'exposition des individus, les enjeux opérationnels, donc liés à la gestion de crise en situation ou a posteriori, les enjeux matériels liés au risque de perte tangible comme le bâti ou intangible comme des biens culturels ou des écosystèmes. Donc on a sélectionné nos enjeux et leur échelle de représentation en fonction de la pertinence et de la disponibilité de la donnée. Donc certains enjeux, donc, comme ici l'évolution du nombre de parcelles bâties que je vais faire défiler sur quelques années, donc, nous ont permis par exemple de mieux connaître un petit peu le contexte général de la commune. Ou encore les enjeux humains, par exemple ici des données de l'INSEE sur les parts de personnes de moins de 10 ans et de moins de 65 ans, mais qui sont représentées sur des carreaux de 200 mètres, et donc qui ne permettaient pas d'être représentées sur l'échelle de notre site d'études, qui ne permettaient pas une représentation précise de cet enjeu. Et puis donc des enjeux à l'échelle directement de nos sites d'études, donc le bâti, les entreprises, le sentier littoral et puis l'enjeu agricole. On voit par exemple donc, sur la pointe de Castellar au milieu que dès aujourd'hui, il y a un enjeu sur le nord de la plage de Carveni, là, sous Ostréicole-le-Gris. Et puis donc à l'horizon 2100, ces enjeux devraient largement s'étendre jusqu'au reste du front de mer.
Et donc, je vais laisser Quentin vous parler de la troisième composante de la vulnérabilité. Alors, bonjour. Il y a un micro qui est... C'est bon. Oui, pardon. Merci. Et donc la troisième des composantes de la vulnérabilité, c'est donc la gestion, comme on l'a dit au début. Et donc, dans cette idée, il nous semblait important, et il semblait aussi important aux membres du comité de pilotage de réaliser une actualisation de l'inventaire des ouvrages sur la commune. Et donc, cette actualisation, elle a été réalisée avec une méthode similaire au dernier recensement qui avait été réalisé donc, en 2008 par l'UBO, et qui permet d'avoir une bonne précision dans la position et le type d'ouvrage sur Plouguerneau. Ça permettait aussi de renseigner plusieurs autres attributs. Et donc cet inventaire, il a globalement consisté en un arpentage à pied de l'ensemble du littoral de Plouguerneau, hormis les îles, puis ensuite à la numérisation de ces derniers sous SIG, donc sur ordinateur, pour les données qui avaient été modifiées, ou les ouvrages construits, nouvellement construits, etc. Alors, l'intérêt d'utiliser cette méthodologie, c'est qu'il nous a permis une bonne comparaison avec les anciennes données de 2008 et ainsi d'observer notamment une augmentation de 2% de l'artificialisation du littoral de Plouguerneau entre ces deux dates, donc entre 2008 et 2020. Et on voit grâce à ce graphique que ça a principalement été causé par la construction de nouveaux cordons d'enrochement, donc un peu plus de 700 mètres. Cet inventaire, il a également permis aussi de faire le lien avec la réalisation des cartes d'aléas que Max nous a présentées avant, en adaptant l'érosion en fonction du maintien ou non des ouvrages actuels et de voir si ces ouvrages avaient protégé un nombre d'enjeux conséquents ou non, hein, comme on peut voir ici sur le Porthgwen, d'ailleurs, c'est pas corrigé, c'est Porthgwen où voilà, le nombre d'enjeux n'est pas conséquent. Cet inventaire, il a également été pris en compte pour proposer des scénarios de gestion pour les sites d'études avec des données qui étaient donc actualisées. Et ensuite, dans l'avenir, cet inventaire il pourra également être actualisé suivant la même méthode et aussi exploité par la suite aussi par la commune et l'intercommunalité afin notamment de définir soit les systèmes d'endiguement ou tout simplement de faciliter la gestion de ces ouvrages. Mais dans cette composante, nous avons également analysé les documents d'urbanisme qui ont permis de faire le lien avec l'évolution de l'urbanisme. Mais c'était aussi important de se les approprier, notamment pour réaliser les entretiens, mais aussi pour définir les scénarios de gestion en fonction de ces informations. On va passer maintenant à la dernière des composantes, qui est la perception avec Armel. Donc pour cette dernière composante de nos axes de la vulnérabilité, on a travaillé sur la perception des risques et les modes de gestion. Donc cette partie nous a semblé quand même relativement importante puisque elle permet de proposer et de donner du poids en fait à nos stratégies de gestion qu'on va vous présenter un peu plus tard. Donc on a réalisé 5 entretiens semi-directifs avec des acteurs du territoire, donc des élus et des gestionnaires, et on a aussi fait un questionnaire à destination des habitants. Concernant le questionnaire, il a été diffusé une quarantaine de jours, comme l'a dit Célia, pour un total de 107 réponses. Et avant de commencer à vous parler des résultats qu'on a pu tirer, il est important de connaître les limites en fait, de ce questionnaire. Puisque les personnes enquêtées, en fait, elles ne représentent pas tout à fait la population de Plouguerneau. Il y a certaines catégories socioprofessionnelles et des classes d'âge qui sont surreprésentées. Il y en a qui sont sous, voire pas du tout représentées. Et il est également à noter que les cartes qui sont produites du questionnaire, en fait, elles aussi, elles comportent des biais, puisque, comme nous, on l'avait demandé, les habitants, ils ont indiqué le nom de leur quartier, donc du coup, les localisations d'habitation, elles peuvent être plutôt imprécises. Malgré tout, ce questionnaire, il nous donne quand même des grandes idées sur la perception des risques et sur la perception de la gestion du littoral de Plouguerneau. Donc là, c'est la carte de localisation des enquêtés qui ont répondu à ce questionnaire. Et on remarque qu'ils sont majoritairement répartis sur le littoral et dans le bourg de Plouguerneau. C'est là où on trouve aussi la population la plus dense de Plouguerneau. Donc là, on a les habitations principales et les habitations secondaires. Ce questionnaire, il a fait ressortir un fort attachement quant à la commune
et au littoral des enquêtés. On a remarqué qu'ils le fréquentaient de façon assez régulière et surtout pour des activités de balade, ce qui fait qu'ils connaissent quand même relativement bien leur territoire. Donc, quand on parle des risques sur Plouguerneau, à la réponse à la question « Quels sont les risques sur Plouguerneau ?», on observe qu'il y a un peu plus d'un tiers des réponses qui sont en rapport avec la mer. Donc là, il y a un nuage de mots. On voit bien que la tempête, la submersion, c'est des mots qui ressortent quand même beaucoup. Et quand on essaye de rentrer un peu plus dans le détail, on a demandé quels sont les risques liés à la mer sur votre commune. Là, vous voyez aussi dans le nuage de mots, il parle d'érosion, de submersion, de noyade, d'accidents et même la disparition et de pollution. Et la disparition du sentier littoral, ça semble aussi quelque chose qui est préoccupant. Donc cette énumération de risques, elle prouve bien que les Plouguerniens, ils sont lucides et qu'ils connaissent les risques qui sont liés à leur territoire. Par contre, l'inquiétude de subir des risques sur la commune, il y en a une majorité des enquêtés qui répondent qu'ils sont inquiets à ce sujet. Et ce sentiment d'inquiétude, il semble aussi s'amplifier avec la proximité à la mer. Et ça, c'est quelque chose qui ne ressort pas forcément dans toutes les études qui sont menées. Par contre, étonnamment, ceux qui ont déjà subi des dégâts sur leurs habitations, ils ne sont pas plus inquiets que ça à l'idée de subir des risques. Donc, on comprend donc qu'il y a une conscience qui reste nuancée face à ces risques. Donc, si on parle d'aléas, d'érosion et de submersion, c'est l'érosion qui est la plus observée sur Plouguerneau. Donc ça peut s'expliquer parce que déjà, c'est le principal phénomène sur Plouguerneau avant la submersion. Et que les habitants qui se baladent régulièrement, ils voient plus de marques de l'érosion, en fait, même si ça peut paraître insignifiant. Les enquêtés, ils associent ces phénomènes d'érosion et de submersion aux épisodes de tempête, aux épisodes de grande marée et aux épisodes de tempête liés aux grandes marées. L'année qui a le plus marqué les esprits, ça va être l'année 2014, et c'est en effet une année où il y a le plus de dégâts, où il y a eu beaucoup de dégâts sur la commune. Mais il faut souligner que pour les réponses à la question qui demandait les dates de souvenirs de ce genre de phénomène, la part des personnes qui ont répondu, elle reste quand même assez faible, et c'est surtout des faits les plus récents en fait, qui ont semblé persister dans la mémoire collective. Donc, pour la perception des modes de gestion, concernant les documents d'urbanisme et de gestion qui sont en place sur la commune, il y en a certains qui sont quand même plus connus que d'autres, comme le plan local d'urbanisme, le plan de prévention des risques, un peu moins le cas pour le plan communal de sauvegarde, et il y a quand même 20% qui n'en connaissent aucun. Et on a remarqué aussi qu'il y avait à peu près un quart des enquêtés qui pensent qu'il y a un PAPI, donc un programme d'action de prévention des inondations sur la commune, alors que ce n'est pas le cas. On a aussi posé la question de savoir s'ils pensaient être en zone à risque d'après ces documents, et tous ceux qui ont dit qu'ils l'étaient le sont vraiment. Par contre, à l'inverse, il y en a qui n'ont pas indiqué l'être et qui le sont. Donc, parmi les propositions du questionnaire concernant la gestion, les mesures qui sont jugées plutôt inefficaces par les enquêtés vis-à-vis des mesures de gestion, on a la réouverture des terrains sur la mer et l'entretien et la restauration des dieux. Parmi les mesures qui sont jugées plutôt efficaces face à ces risques, on a l'interdiction de construction en zone à risque, la construction d'ouvrages de protection et enfin l'amélioration des procédures de gestion de crise. On a demandé ce qu'ils avaient observé en fait comme ouvrage sur la commune, et ceux qui ont été le plus évoqués, c'est généralement les plus représentés, donc comme les enrochements, les jetées, les murs de soutènement, mais il y a aussi les ganivelles qui ne sont pas forcément les plus représentés. Donc les fonctions de ces ouvrages, on a demandé s'ils connaissaient la fonction de ces ouvrages, et elles sont plutôt bien connues. Mais par contre, on a relevé qu'il y avait quelques confusions. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont répondu que les enrochements, ça servait à lutter contre la submersion, alors que ce n'est pas le cas. Et en fait, ces confusions, elles peuvent sembler plutôt insignifiantes, mais elles contribuent à l'augmentation du risque par ce faux sentiment de sécurité qu'il induit. Donc, il va falloir quand même mener un travail de sensibilisation sur le long terme. D'une part, parce qu'il va falloir améliorer les connaissances, comme par exemple pour les ouvrages de gestion, puis pour renforcer cette culture du risque, puisque les aléas ils vont avoir tendance à s'intensifier avec l'augmentation du niveau de la mer. D'une autre part, parce qu'un jour, il faudra penser à déplacer ces enjeux, justement à cause de l'augmentation du niveau de la mer.
Et au vu de l'attachement des enquêtés envers leurs habitations et la commune, ça va être quelque chose qui va être plutôt compliqué à mettre en place. Donc, il faut commencer au plus tôt cette sensibilisation pour favoriser cette acceptation. Au final, les personnes qui ont été enquêtées, elles s'avèrent être plutôt réceptives. Donc, ce qui pourrait quand même faciliter ces démarches de sensibilisation. Mais après, on ne peut pas savoir pour les personnes qui n'ont pas été enquêtées si elles seront réceptives. Donc, je vais laisser la place pour les stratégies de gestion à Axel. Donc, après cette contextualisation sur la perception sociale et sur les possibilités de sensibilisation, nous voulions essayer de prendre un regard un petit peu plus global et de parler des grands axes stratégiques vers lesquels Plouguerneau pourrait se diriger et par extension la CCPA. Donc, tout d'abord, pour préciser un petit peu comment est-ce qu'on a construit ce schéma, on s'est principalement basé sur le guide méthodologique pour une gestion durable du trait de côte qui a été réalisé entre 2017 et 2019 par plusieurs acteurs de la Bretagne, donc le golfe du Morbihan, les côtes de Penthièvre et aussi la communauté l'Est-Neuvin Côte des Légendes, en partenariat avec les services de l'État, donc la DDTM et la DREAL, et on s'est concentré donc sur ce guide méthodologique pour bien travailler notre stratégie de gestion. Donc, tout d'abord, on va s'intéresser à l'échelle de temps à court terme. Donc, on s'est principalement intéressé à la première phase du guide méthodologique dont je viens de parler, c'est-à-dire la phase émergence. Et dans cette phase émergence, il faut donc élaborer un territoire réflexif. Donc, un territoire réflexif, c'est-à-dire c'est un territoire qui saurait se saisir de toutes les connaissances nécessaires pour adapter le littoral à une gestion durable. Donc, par exemple, un territoire réflexif pourrait se structurer autour de autour de 3 communes littorales, donc Landéda, Plouguerneau et Saint-Vavu. Et puis, en arrière, on pourrait aussi annexer l'Anilis, qui a aussi une grande place avec sa proximité avec les Abers. Donc, ce territoire réflexif autour de ces 4 communes pourrait se saisir de la compétence GEMAPI, comme je le disais, et surtout communiquer sur les portées de cette compétence auprès des élus tout d'abord, pour ensuite pouvoir avoir une seconde étape dans la communication et se diriger vers la population. Et donc, à partir de ce moment-là, il serait possible en fait de mettre aussi en place l'attaque GEMAPI tout en justifiant l'imposition qui serait mise en place. En parallèle de ce travail sur la compétence GEMAPI, le territoire réflexif pourrait aussi réfléchir à embaucher un chargé de mission qui pourrait organiser un petit peu tout ce volet stratégique et améliorer la gestion organisationnelle du projet. Et donc, ces 2 éléments pourront permettre de constituer un comité de pilotage sur la communauté de communes du Pays des Abers qui serait vraiment effectif et qui pourrait intégrer d'autres aspects qui seront vraiment nécessaires pour bien se saisir des nécessités sur le territoire. Donc, j'en viens à la deuxième partie du schéma pour l'axe court terme. Et donc, c'est 2 composantes qui seraient intéressantes d'intégrer dans le comité de pilotage, c'est les communes rétro-littorales tout d'abord et la population. Les communes rétro-littorales, c'est parce que l'attaque GEMAPI, donc, elle va s'appliquer sur l'ensemble de la CCPA et donc il faut bien travailler la solidarité qui existera entre les communes pour que cette taxe elle soit justifiée et donc pour travailler cette solidarité, voilà, insister sur le bien collectif que représente le littoral, ça pourrait être un aspect très intéressant. Et donc, dans un deuxième temps, la deuxième composante majoritaire, c'est d'intégrer la population. Donc, pour intégrer la population, il faudrait en fait inciter à constituer des associations de citoyens qui pourront intégrer le comité de pilotage et qui pourront représenter donc, les habitants sur certaines questions et demander des informations selon les nécessités. Donc, par rapport à cette intégration de la population, il faut une sensibilisation. Donc, cette sensibilisation, elle pourra déjà s'appuyer sur le travail de la perception sociale qui a déjà été réalisé, mais elle pourra aussi
s'organiser autour de la mise à disposition, par exemple, d'outils simples pour limiter le risque. Donc, ces outils simples, c'est par exemple la pose de sacs de sable ou la mise en place de patards d'eau. Et Manuel expliquera plus en détail comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils simples pour limiter le risque. Mais voilà, ce serait déjà un premier axe de sensibilisation que d'informer les gens sur cet aspect-là. Et ensuite, le deuxième axe chercherait à développer une sensibilisation sur des moyens de réduction de vulnérabilité plus importants qui agiraient directement sur les structures, comme par exemple la surélévation de certains bâtiments ou la surélévation d'équipements sensibles. Donc ensuite, dans une perspective plutôt à moyen terme, on a envisagé 2 projets en particulier, donc la prescription du PPRL, mais aussi la mise en place d'un PAPI, donc un plan d'action et de prévention aux inondations. Donc pour le plan de prévention aux risques naturels littoraux, donc le PPRL, c'est une prescription qui vient de l'État, mais cela n'empêche que cette prescription pourrait être accompagnée par la communauté de communes et le comité de pilotage que je viens de citer. Et malgré les désavantages du PPRL par rapport à la restriction qu'il impose sur l'urbanisme, il y a aussi des avantages comme par exemple des subventions qui sont possibles pour les mesures de réduction de vulnérabilité plus importantes dont je viens de parler juste à l'instant. Ensuite, donc, pour ce qui est du programme d'action et de prévention aux inondations, il s'agit donc de réfléchir à une plus grande échelle parce que la communauté de l'Es-Neuvain Côte des Légendes a déjà candidaté à un PAPI, mais ça s'est soldé par un échec parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'enjeux. Donc, c'est pour ça qu'on a mis cette case de réfléchir à une plus grande échelle au préalable, parce qu'il faudra chercher à se rapprocher de la CLCL éventuellement ou d'une autre communauté de communes, enfin, fédérer vraiment un large territoire pour pouvoir justifier la mise en place d'un PAPI et disposer des avantages de ce dispositif. Donc ensuite, dans un troisième temps, donc la stratégie à long terme, il s'agirait vraiment de se concentrer sur l'anticipation de la relocalisation. La relocalisation sur Plouguerneau, ce n'est pas un véritable problème quand il est question de l'urbanisme parce qu'il y a suffisamment de surface disponible pour pouvoir déplacer les enjeux. Mais cela dit, ça représente un tout autre problème lorsqu'il est question de l'aspect financier. Et donc, pour d'autres territoires, le problème de l'urbanisme est vraiment très important parce qu'il y a vraiment une densité d'enjeux qui ne peut pas être déplacée du jour au lendemain. Donc, c'est pour ça qu'il y a un besoin de nouvelles mesures législatives actuellement, mais c'est en cours d'étude, car il y a eu un rapport parlementaire de Stéphane Buchou qui a été publié en 2019, et aujourd'hui, on parle de la loi 4D, par exemple. Donc, c'est des mesures législatives qui sont à suivre et qui peuvent être vraiment constituées de véritables solutions pour permettre la relocalisation sur n'importe quel territoire. Donc, enfin, voilà, je voulais revenir sur le schéma global pour préciser certaines liaisons qui existent donc, entre les échelles de temps. Donc, par exemple, le comité de pilotage, il pourrait accompagner, comme je le disais à l'instant, pour la prescription du PPRL. Et puis, bien entendu, la sensibilisation sur la réduction de la vulnérabilité, elle pourrait anticiper une sensibilisation sur la relocalisation, car les populations, d'après la perception sociale qu'on a pu mener sur Plouguerneau, on s'est aperçu que les habitants étaient relativement opposés à la relocalisation. Donc enfin, pour ce qui est des 3 mesures législatives sur lesquelles on a particulièrement insisté dans le rapport, je vous invite à nous poser des questions en fin de restitution pour qu'on puisse détailler sur ces mesures. Mais nous voulions conclure sur cet extrait d'entretien qui nous paraît très synthétique pour la question qu'on cherche à aborder ici. Donc, je vais la lire. C'est un gestionnaire qui travaille particulièrement sur la réduction de vulnérabilité qui s'exprime ici. Donc, pour ce qui est de la recompo, donc la relocalisation, je pense qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire sur cet aspect-là. Tout l'enjeu, c'est de commencer maintenant pour éviter que dans 30, 40, 60 ans, on en vienne à gérer des situations dans l'urgence, soit en refusant d'indemniser les victimes, soit par une intervention totale de la puissance publique qui poserait de grosses questions d'équité. Et donc, maintenant que cette prise de recul globale elle a été faite, on va chercher à concrétiser un petit peu tout ce que nous venons de présenter dans les stratégies de gestion avec des pistes de gestion concrètes qui vont être présentées par Manuel. Bon, très bien, on a vu un peu les stratégies de gestion à une échelle assez globale.
Et donc, on va essayer d'appliquer ça à l'un de nos sites d'études, donc le quartier Saint-Michel. Donc, ici, on le voit cartographié. Ce quartier, en fait, il est sujet à la fois à la submersion et à l'érosion. L'érosion, en fait, elle se situe principalement sur le nord-ouest du quartier. Donc là, on voit la portion en bordeaux. Et en fait, elle va concerner plusieurs types d'enjeux. Principalement, du coup, le camping de la Grève Blanche, qu'on voit sur cette photo, avec une vingtaine d'emplacements qui sont placés directement en front de mer. Le sentier côtier, avec entre 1 et 1,5 km qui sont concernés par cette érosion. Des terres agricoles et naturelles, avec 0,5 hectares de maïs d'ensilage, d'après du coup le registre parcellaire graphique de 2018. Donc voilà, ces enjeux qui sont menacés par le recul de la falaise à cet endroit-là, on va essayer de voir un peu comment on peut mettre en place des mesures de gestion sur ce site. Et principalement sur le camping du coup de la Grève Blanche. Donc, comme on l'a vu, le camping il est situé en arrière d'une falaise meuble. Donc le principe d'une falaise, c'est qu'elle recule, et elle recule d'après 3 facteurs, comme on a pu le voir avec Gillian au début de cette présentation. Pardon, je crois que quelqu'un a son micro allumé. Et donc, en fait, ces 3 facteurs, ce sont des facteurs naturels, donc des forçages marins et des forçages subaériens, mais aussi des pressions anthropiques. Donc, on peut jouer sur ces 3 facteurs différents. Donc, pour jouer sur les forçages marins, donc limiter l'impact des vagues en pied de falaise, on peut utiliser des modes de gestion qui sont souples ou des modes de gestion qui sont plus durs. Donc, on peut citer par exemple l'utilisation de géotextiles ou la mise en place d'enrochements. Mais quel que soit ce mode de gestion, en fait, il va avoir des effets indésirables sur l'environnement et sur la perception sociale des gens de la commune de la méthode de gestion qui est utilisée par la mairie. Donc, en fait, la mise en place par exemple d'un enrochement, comme on a pu le voir précédemment, il va concentrer l'énergie de la houle à ses extrémités et créer des effets de boue, mais aussi limiter l'apport sédimentaire des plages environnantes et donc favoriser leur érosion. Donc, en plus, ces modes de gestion-là, ils sont extrêmement coûteux, et en fait, les personnes qui vont être à côté du camping vont peut-être demander la mise en place de ces mêmes modes de gestion qui sont extrêmement coûteux en aval de leur terrain. Donc, pour éviter que tout le littoral de Plouguerneau soit entièrement artificialisé et de dépenser des sommes faramineuses, nous, on favoriserait plutôt du coup l'utilisation de modes de mesures de gestion qui visent à limiter les agents subaériens. Donc, les agents subaériens, comme on l'a vu, c'est principalement dû à l'infiltration d'eau. Donc là, on peut citer comme mesure concrète de gestion le déplacement du coup du sentier côtier qui, par le fait qu'il soit dénudé, en fait, va entraîner des érosions en nappe. On peut aussi conseiller de végétaliser le sommet de falaise avec une végétation qui va être adaptée, donc une végétation basse, hydrophile et halophile, et la mise en place possiblement de systèmes de drainage. Donc ensuite, pour limiter les pressions anthropiques, on va essayer de reculer en fait ces pressions du coup pour éviter de les imposer du coup au sommet de falaise. Donc on peut par exemple citer le recul du sentier côtier ou le recul des emplacements du coup du camping. Et si cela n'est pas possible, au moins limiter la circulation et le stationnement des véhicules qui imposent en fait une pression forte du coup sur le sommet de falaise et qui favorise donc son érosion. En parallèle de toutes ces mesures de gestion, on peut essayer de favoriser en fait l'acquisition de connaissances et la mise en place de suivi. Donc la mise en place de suivi, ça peut être des suivis de terrain qui sont extrêmement précis mais qui sont difficiles à mettre en place à l'échelle de la commune globalement. Et on peut aussi préconiser de faire le travail qu'on a déjà fait nous sur les aléas érosion et le répéter lorsque les nouvelles orthophotographies vont sortir. Donc, on peut aussi dire que ce serait intéressant de favoriser du coup des méthodes de sciences participatives pour acquérir ces connaissances, telles que l'application Rivage qui a été développée par le CEREMA. Mais ce qui est important, c'est de se rappeler que là, on est sur le cas de falaise et que le principe d'une falaise, c'est qu'elle recule. Donc, en fait, quelles que soient les actions qu'on mène, elle va toujours être amenée à reculer. Et donc, il faut essayer de mener ces actions de gestion pour gagner du temps en vue du déplacement des enjeux et donc de la relocalisation, dans ce cas-là, du camping. Donc voilà un peu pour l'érosion. Maintenant, on passe à un autre aléa, qui est l'aléa submersion, et qui, lui, se concentre plus à l'est de notre site d'études, autour du Coréjou et de la presqu'île de Penenez.
Donc là, les enjeux menacés concernent principalement des habitations, une quinzaine, le centre nautique qui est en bleu là sur la presqu'île de Penenez, et le terrain qui a été acheté par la mairie pour y implanter l'écomusée. Donc là, on va voir un peu les modes de gestion qu'on peut essayer de mettre en place. Donc voilà, pour essayer de gérer du coup les risques liés à la submersion sur ce site du Coréjou, la première chose, c'est d'essayer de protéger la population. Donc pour protéger la population, on va essayer de limiter les entrées d'eau sur ces zones basses en bloquant par exemple les entrées des cales de mise à l'eau pendant les épisodes de vigilance vague submersion. Et on peut aussi citer d'autres mesures de gestion, comme l'a répété Axel tout à l'heure, en distribuant à la population des sacs de sable à mettre devant les portes des habitations pour éviter les entrées d'eau à l'intérieur. Donc, une autre manière de protéger la population, c'est de diffuser massivement du coup, le dit crime. Et on a vu en fait dans notre questionnaire que la population était favorable vraiment à l'acquisition de connaissances et à apprendre à bien se comporter en cas d'épisode de submersion marine. Une autre manière du coup de gérer les risques liés à la submersion, c'est de limiter l'urbanisation le plus possible. Donc cette limitation de l'urbanisation, elle peut passer du coup par, comme l'a dit Axel, la mise en place d'un PPRL qui interdirait l'urbanisation en zone submersible, qui rendrait du coup cette zone inconstructible. Pardon. Et en parallèle de ça, on peut aussi essayer de contraindre l'urbanisation le plus possible en discutant avec les habitants, en préconisant par exemple de mettre des ouvertures sur les toits pour les maisons qui sont de plein pied, ou de limiter les enjeux au rez-de-chaussée, au moins pendant l'hiver, des maisons où c'est possible. Donc en parallèle, il faut essayer toujours d'acquérir plus de connaissances et de mettre en place des suivis. Et on peut par exemple citer le rapport du GIEC qui devrait sortir en 2022 et voir si les projections qu'ils font à l'horizon 2100 sont les mêmes que celles qu'ils ont faites dans leur rapport de 2018. Et si ce n'est pas le cas, adapter les cartes de submersion qu'on a déjà réalisées. Donc, en parallèle de tout ça, il faut communiquer en fait toutes les données avec la population pour tenter de la sensibiliser et pour faciliter en fait leur acceptabilité sociale en vue du coup de déplacer toujours les enjeux et donc de les relocaliser le plus possible. Donc voilà, je vais laisser la place à Théo du coup pour parler du cas particulier de l'écomusée. Donc voilà, donc pour le cas de l'écomusée, donc en fait, il a été acheté par la mairie et il se trouve actuellement dans une zone submersible sans danger pour la vie humaine, c'est-à-dire que en cas de marée avec une hauteur d'eau, un niveau marin centenal de référence, il n'y aurait que 13 cm de niveau d'eau. Mais si on ajoute à ça les prédictions du GIEC, c'est-à-dire avec plus 1 mètre, là, il y a un réel danger pour la vie humaine. Donc ce paramètre est à prendre en compte et est très important. Selon nous, il y a 2 solutions qui pourraient être envisageables. Donc soit ça pourrait être de ne pas construire l'écomusée. Et dans ce cas-là, il y aurait un message fort qui serait envoyé, notamment en montrant qu'il ne faut pas construire en fait, dans une zone à risque. Et dans ce cas-là, ça ferait preuve de cohérence et d'exemplarité. Également, la deuxième solution à laquelle on a pensé serait de construire en adaptant le bâti, donc en rehaussant le bâtiment d'environ 1,50 m. Donc ça aurait le mérite d'être visible et de participer à la sensibilisation des riverains. Donc, pour conclure sur la partie des stratégies de gestion, donc, en fait, les stratégies de gestion au niveau national, on a pu voir au travers de cette partie que c'est assez difficile de les mettre en place localement. Donc, il faut quand même garder à l'esprit que chaque action de gestion a des impacts sur le milieu, l'environnement, ainsi que sur la perception sociale des risques. Donc, l'objectif à long terme, ce serait en fait de limiter et de déplacer les enjeux. Donc, comme on a pu le voir sur l'enquête, au travers de l'enquête qu'on a menée, les habitants de Plouguerneau sont quand même assez sensibilisés à cette question de risque, mais ils restent néanmoins assez réticents à la question de la relocalisation. Donc, en fait, il va falloir faire des choix cohérents avec cette stratégie à long terme et il va falloir favoriser la communication ainsi
se concerter en fait avec la population pour pouvoir être le plus efficace possible. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Quentin pour la conclusion et pour la rétrospective de tous les résultats qu'on a obtenus dans notre étude. Merci. Donc, on arrive à la fin de cette présentation, mais avant, je vais faire un petit rappel sur tout ce qui a été dit. Pour rappel, l'atelier il avait pour objectif la production d'un diagnostic de l'exposition de la commune de Plouguerneau au risque côtier, donc submersion, érosion. Et le but, c'était d'identifier les secteurs à enjeu menacés par ces aléas et de proposer des pistes de gestion appropriées. Donc, pour répondre à ces objectifs, on s'est posé un certain nombre de questions, notamment sur l'histoire géologique, qui nous a permis de comprendre les morphologies littorales et continentales actuelles, mais aussi de comprendre que le littoral de Plouguerneau, il évolue toujours aujourd'hui, de manière plus ou moins forte, selon l'héritage géologique ou les aménagements côtiers qui ont été installés. Mais on a vu aussi que cette diversité de formes littorales, elle est également un atout pour le développement économique du territoire. En effet, Plouguerneau reste attractif en termes de population, d'entreprises qui arrivent, ou alors de tourisme également à l'échelle du pays des Abers. Et ça nous a permis de comprendre que le littoral il avait une place importante pour Plouguerneau, comme cela d'ailleurs a été confirmé par les enquêtes qui ont été réalisées et qui montrent un fort attachement du littoral par les Plouguernéens. Et c'est ces éléments, l'évolution de l'urbanisation sur la commune, qui permet d'insister sur le fait que c'est l'augmentation de ces enjeux sur le littoral qui fait apparaître le risque. Pour minimiser ce risque, justement, on s'est intéressé à l'identification et à la cartographie des aléas littoraux afin de les croiser avec les enjeux menacés. Et ce qui en ressort globalement, comme on l'a vu, c'est que le constat n'est pas alarmant, mais qu'il faut tout de même s'en préoccuper maintenant avant que ces problématiques s'intensifient et qu'une gestion dans l'urgence s'impose. Par conséquent, à l'aide de nos données, des enquêtes réalisées et des entretiens, nous avons proposé des préconisations qui sont plus ou moins applicables en fonction des échelles temporelles, donc court, moyen, long terme, et aussi adaptées en fonction des différents sites d'études qui ne sont pas soumis au même type d'aléas. Donc, par la suite, l'idée, c'est donc que ces préconisations ils pourront être transposées aux autres portions du littoral de Plouguerneau. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci de votre attention. On va maintenant passer à un petit temps de questions avec tout le monde. Donc, j'ai vu déjà qu'il y a certaines personnes qui ont déjà commencé dans le chat. Donc voilà, on va pouvoir... Alors, je vais quitter la présentation. Ferme, ouais. Et, ok. Et tu ouvres le chat, ouais, côté. Oui, vous avez une première question très directe. De la part d'Alain Romé. Que devient le PPRSM Axel, tu veux répondre? De 2017 dans cette stratégie. Donc, dans la stratégie que nous avons évoquée, au cours de mon petit préambule, du coup, le PPRSM il ne serait plus d'actualité, il serait remplacé par le PPRL, parce que le PPRL vient améliorer en fait les choses qui sont déjà disponibles dans le PPRSM, notamment en prenant en compte l'élévation du niveau de la mer, en trouvant un compromis de 60 cm à peu près. C'est un compromis politique qui a été mis en place entre l'État et les différentes collectivités. Et c'est aussi pour prendre en compte le risque d'érosion, parce que jusqu'alors, aucun plan de prévention des risques naturels ne prenait en compte l'érosion. Voilà. Donc, dans le cas que j'ai exposé à moyen terme, le PPRSM ne serait plus disponible. Et pour réagir aux commentaires de Noémie Floch, oui, je me suis un peu emporté dans mes propos. Je ne voulais pas faire comprendre qu'il y avait eu une véritable candidature, mais le manque d'enjeu en fait représentait une problématique pour pouvoir véritablement disposer d'un plan d'action et de prévention aux inondations
Quand j'ai dit refuser, je ne voulais pas faire croire que la candidature avait déjà été lancée. Voilà. Donc, s'il y a d'autres questions, je vais peut-être laisser mes camarades y répondre. Oui, quel est, et donc, pour le rapport... Pardon. Oui, je voulais savoir, si tu connaissais la durée de construction d'un PPRL. Oui, on a beaucoup de problèmes de retour. C'est très pénible pour les 30 personnes. Est-ce que vous pouvez couper le micro dans la salle? Voilà. Et on n'entend plus rien. On n'entend plus rien. Tu as la parole, Axel, mais on t'entend pas. Oui, c'est parce qu'il fallait qu'on branche. Donc, pour un PPRL, bah, ça dépend énormément de la quantité d'études qui sont à mener sur le territoire. Mais ça, c'est une prescription de la part de l'État. Et normalement, le bureau d'études qui est chargé de réaliser les études nécessaires à la mise en place du PPRL, il est aussi embauché par l'État. Mais il faut juste que l'État accepte donc, de prescrire un PPRL, même si la collectivité peut candidater à cette prescription. Mais c'est au service étatique d'accepter la demande. D'accord. Aujourd'hui, il y a combien de PPRL dans le Finistère? Alors, c'est une question problématique. Je sais donc qu'il y en a, si je dis pas de bêtises, je sais qu'il y en a plusieurs donc dans la communauté de l'Est-Neuvin et à Côte des Légendes. Ensuite, la majorité des autres PPRL, ils sont plutôt dans le Finistère Sud, donc au niveau de Bigoudin Sud ou de la communauté de Fouesnant. Donc, je ne pourrais pas donner là précisément le nombre de PPRL qui sont actuellement en vigueur. C'est dommage, mais si vous me donnez un petit instant, je peux aller vérifier. D'accord, merci. Pas de souci. Vous avez une belle question de Hervé de Landéda. Question, pensez-vous que vos travaux pourraient être considérés comme représentatifs de l'ensemble des littoraux de nos communes littorales, Landéda, Plouguerneau et Saint-Pabu? Gillian va apporter les précisions nécessaires. Alors, déjà, au niveau du diagnostic, vous parlez plutôt de la partie forme littorale ou enfin, plutôt au niveau des aléas ou au niveau des enjeux? Hervé, tu peux répondre? Apparemment, ce serait l'ensemble. Oui, l'ensemble. Alors, ce serait peut-être un petit peu ambitieux de dire que oui, mais en tout cas, d'un point de vue déjà des aléas, je pense qu'on est on est sur quelque chose de semblable parce que déjà au niveau de la côte, on est sur des côtes qui se ressemblent pas mal. Par contre, au niveau des enjeux, là, je peux pas répondre parce qu'en fait, je ne connais pas bien je ne connais pas bien les communes de Landéda ni de la Nice. Je ne sais pas exactement quels sont les enjeux qui sont exposés aux aléas, ni même vraiment comment dirais-je, ni même l'intensité de ces aléas. Faudrait pousser un peu plus, mais je pense que quand même, c'est assez représentatif puisqu'on est sur les mêmes types de territoires. Et au niveau de la méthode, on pourrait appliquer la méthode que nous avons faite pour justement étudier les aléas et les risques sur les communes limitrophes. Si jamais il y a des questions, vous pouvez aussi les énoncer de manière orale, hein, il n'y a pas de restriction. Yannick Robin, Yannick Robin, le maire de Plouguerneau. Oui, je ne sais pas si on m'entend là.
Très bien. Très bien. Oui, très bien. D'accord. Donc déjà, merci pour votre belle présentation. C'est un sacré boulot et je pense que c'est vraiment quelque chose de tout à fait précieux pour la commune, pour nos communes et puis en début de mandat. J'apprécie tout particulièrement aussi le travail qui a été mené sur un secteur qu'on sait depuis un certain temps, qu'on reconnaît comme critique, à savoir Saint-Michel et tout particulièrement donc l'espace, c'est déjà donc le bâtiment prévu pour l'accueil de l'écomusée. Donc c'est vraiment une préoccupation qu'on a depuis peut-être pas depuis le début, mais en tout cas donc depuis quelques mois. Et donc cette question-là, donc c'est tout à fait intéressant évidemment donc, de l'appréhender avec vous et vous nous avez fait des propositions. Il faut savoir que cette question-là a été aussi abordée avec le préfet il y a une semaine de ça. Et c'est vrai qu'on souhaite vraiment avancer sur un document de type PRSM ajusté, réajusté, adapté aux nouvelles réalités et donc qui soit de préférence exemplaire, donc au-delà donc, de ce que nous prescrit, au-delà donc du cadre prescriptif. Hein, c'est vrai que je trouve tout à fait intéressant de se projeter sur les travaux qui ont été réalisés par le GIEC. Et là, l'enjeu, c'est véritablement donc, de faire en sorte que dans ces espaces-là qui seront confrontés donc, à ces risques, on soit en capacité d'agir. Et c'est vrai que c'est à tous les niveaux. Hein, donc, il y a un autre travail qui est mené donc, parallèlement sur une cellule de risque. La question donc, de l'appropriation collective, de la communication, etc., c'est quelque chose sur lequel on avance aussi. Et merci mille fois de nous rappeler par vos études, par des arguments de scientifiques, que tout ça, ça relève du bon pour nos communes. Merci. Je vois que notre député est là. Levez la main. Oui, merci Andrew. Bonsoir à tous. Merci et bravo effectivement pour ce travail. Et vous avez cité Stéphane Buchou, le rapport de Stéphane Buchou, qui effectivement qui est un parlementaire accompagné d'un certain nombre dont je fais partie. D'ailleurs, travaille sur le littoral et le recul du trait de côte. Et je suis sûre qu'il aurait été ravi en fait d'être là et de voir que au niveau local, les communes s'en préoccupent et prenez de l'avance. Je voulais juste dire que, je ne sais pas si c'est à ça que tu faisais allusion, Yannick, mais effectivement, dans son rapport, il prônait en fait l'élaboration de projets de territoire qu'il appelait LITO 21. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui sera mis en place parce que le rapport présente des préconisations. Alors, on n'a pas encore trouvé la bonne loi pour le faire passer, le bon véhicule législatif, comme on dit chez nous. Donc, il y a la loi 3D, enfin qui devient 4D bientôt, qui pourrait être un des moyens. Sinon, une proposition de loi sera tout à fait adaptée. Et je trouvais, hormis le fonds évidemment national que tout le monde attend pour aider parfois à relocaliser des personnes ou bien à mener des actions sur les territoires. Je trouve qu'il y a une chose, même si elle peut paraître un peu anecdotique, mais il demande à ce que plutôt de parler d'érosion, plutôt que de parler de submersion, plutôt que d'utiliser ces termes anxiogènes, en fait, il souhaitait qu'on donne une définition juridique en fait à ces phénomènes en créant en utilisant le terme, l'expression dynamique littorale. Et je trouve que c'est assez fort. C'était une proposition forte de sa part, et donc ça donnait une solidité, enfin il fallait lui trouver une solidité juridique, et ça veut dire aussi que c'est peut-être aussi, puisqu'on parle de faire participer la population, c'est pas par la peur, mais par l'envie d'aller plus loin et de sauvegarder un territoire, et de le porter vers
vers l'avenir en le protégeant. Je trouve que c'est cet aspect d'appréhension du phénomène, je trouve intéressant. En tout cas, je merci vraiment. En plus, j'étais enseignante à l'UBO, donc je suis contente d'avoir des étudiants qui s'investissent et qui s'investissent avec des partenaires. Il n'y a rien de tel que d'aller sur le terrain, de confronter ses connaissances et ses compétences avec celles des acteurs locaux. Et bravo à Plouguerneau. Alors, j'ai quand même eu une petite frayeur tout à l'heure parce que j'ai entendu parler de l'écomusée. Alors, je tiens beaucoup à ce projet et j'espère que vous lui trouverez sa juste place parce qu'il avait un juste cadre dans le Corégiou. Voilà. Mais s'il y a trop de périls ou de risques, évidemment, il ne faut pas le prendre. Merci de votre attention. Est-ce que pour l'Adréal Bretagne, je peux juste prendre la parole quelques instants? Oui, suivi de Lady Lear, qui a aussi sa main levée. Donc. Merci beaucoup. Effectivement, je profite de l'intervention de Madame la députée pour préciser en fait que le vecteur législatif ne serait pas a priori la loi 4D, mais la prochaine loi climat. De ce que nous, on a comme information, en tout cas de nos instances du ministère. Dans les différentes préconisations qui ont pu être émises par le député Buchou, il y a 4 grands axes en fait qui sont retenus dans les futures propositions du projet de loi. Il y a un premier axe qui concerne l'amélioration de la connaissance et le partage de l'information. Donc, effectivement, toute la partie analyse, cartographie des zones exposées au recul du trait de côte va prendre une importance plus grande pour les collectivités. En fait, les propositions viseraient à intégrer cette cartographie dans des zonages de documents d'urbanisme et en distinguant en fait des secteurs qui sont exposés à court-moyen terme, donc 30 ans, et des secteurs qui seraient exposés à long terme, 30-100 ans. Donc voilà la logique, je dirais aussi, de vos travaux qui est d'envisager ces différents pas de temps est tout à fait, je dirais, adapté aux réflexions actuelles. Mais voilà, il faut bien avoir en tête qu'on a ces zonages et ces pas de temps qui semblent être retenus au niveau national. Alors, il y a d'autres apports à ces futures propositions, notamment sur les solutions par rapport aux biens existants. Donc, j'ai vu que dans l'une des présentations, il était mentionné notamment un bail réel d'adaptation au changement climatique. Donc ça, ce serait conservé. De même qu'une réforme sur l'information des acquéreurs et des locataires, puisqu'aujourd'hui, on achète une maison, on est au courant des aléas submersion marine, éventuellement rétractation des argiles pour lequel votre bien est concerné, mais sur l'érosion, il n'y a aucune obligation d'information. Donc ça, c'est aussi dans les différentes améliorations. Et en fait, pour limiter l'exposition des nouveaux biens, toujours sur ces zones d'exposition court-moyen terme, donc 30 ans, et long terme, 30-100 ans, là, il y aura aussi des propositions qui seraient a priori de ne pas faire de nouvelles constructions dans les zones d'exposition à court-moyen terme. Et après, de voir avec l'autre zonage dans la mesure du possible ce qui peut être fait avec pourquoi pas des servitudes de démolition. Donc voilà un petit peu les réflexions actuelles qu'il y a. C'était juste pour vous préciser un peu le contexte qui est en train de se préparer au niveau national. Et en tout cas, encore merci, bravo pour votre présentation et ce travail que moi j'ai trouvé vraiment très pédagogique, qui vient illustrer aussi tout ce qu'on mène actuellement avec d'autres EPCI pour élaborer les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte. Et franchement, vous avez pris une question de A à Z, vous l'avez menée avec des propositions et donc vraiment, on est très, très intéressés et très preneurs de ces différentes approches. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Lady, vous voulez prendre la suite? Oui, merci. Merci effectivement pour cette présentation. J'avais effectivement participé, comme Andrew le disait, à la première rencontre à Ghiseni, où ça avait été déjà une journée très intense et instructive. Pendant la présentation, on a beaucoup parlé de communication, d'explication à la population de ce qui va arriver, et je pense que c'est un axe qu'il va falloir vraiment travailler énormément. Et il y a eu une diapo sur la GEMAPI
C'est vrai que c'est une taxe pour l'instant que les gens ne connaissent pas puisqu'elle n'est pas encore en place, qui est très très peu connue. Et je pense que voilà, là, il va falloir faire énormément de pédagogie pour justement qu'une taxe qui soit appliquée sur tout le territoire, l'expliquer à quoi elle va servir, pour qui, pourquoi, comment, à quelle hauteur. On voit bien que des travaux sur des zones littorales, c'est très, très coûteux. Donc, comment on va pouvoir financer tout ça, c'est quelque chose d'important. Donc, un gros travail à faire à la suite de cette présentation pour justement mettre beaucoup de choses en place et en musique. Merci. On prend une autre contribution avant de demander aux étudiants peut-être de réagir. Arnaud Valli, je vois ta main est levée. Oui. Alors moi, le travail est très complet, très intéressant, etc. C'est une question un peu plus technique sur l'évolution de l'érosion à 2100, c'est-à-dire dans la construction de cette projection-là. Est-ce que c'est une projection tendancielle, c'est-à-dire comme vous l'avez dit au départ, c'est-à-dire on regarde tant d'années en arrière et on voit que le trait de côte a reculé de tant de centimètres ou tant de mètres, ou est-ce que le niveau de montée des eaux a été pris en compte? Voilà. Donc concrètement, vous demandez si on a pris en compte l'élévation du niveau marin dans les paramètres d'érosion, si j'ai bien compris. Oui. Ah ouais. Ah ouais. Eh bien non, justement, ça fait partie des limites de notre travail. C'est en fait, là, on n'a pas eu le temps de trop développer la méthode qui a été utilisée. Mais en gros, on a essayé à chaque fois de prendre les paramètres les plus pessimistes possibles pour justement en fait, essayer de compenser le fait qu'on n'a pas de données sur l'accélération des vitesses d'érosion avec le temps, quoi. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'est d'essayer de maintenir les méthodes de suivi, d'en faire des méthodes de suivi de terrain pour avoir une vision réelle en fait, de ce qui se passe, plus que l'incertitude qui est due justement à ces orthophotographies, à la numérisation du trait de côte, tout ça. Donc vraiment essayer de faire des suivis de terrain qui permettent de voir cette évolution et de voir si elle continue à tendre vers une accélération ou pas. Et donc non, concrètement, nos données, on n'a pas réussi à intégrer l'élévation du niveau de la mer dans les données d'érosion. Merci. Donc voilà. Merci. C'est pas très rassurant, mais voilà, ça fait partie des limites de notre travail. Donc, est-ce que quelqu'un veut revenir sur les propos de Madame Melchior, de l'IR? C'est qu'Axel est beaucoup travaillé au Buchot, je crois. On va parler de ça. Donc tout d'abord, on voulait juste rappeler qu'on ne connaît pas exactement tous les noms et les prénoms. Donc si jamais, quand vous faites une intervention, vous pouvez rappeler voilà, votre nom, votre prénom et aussi les fonctions, histoire que ce soit un tout petit peu plus clair. Et pour réagir aux propos qui ont été tenus précédemment, oui, alors justement, je remercie Madame Melchior d'avoir fait son intervention parce que justement, on n'avait pas eu l'occasion de développer les trois propositions qui sont dans le rapport parlementaire de Stéphane Buchot. Et donc, c'est vraiment très appréciable que vous ayez développé là-dessus. Et en plus de ça, voilà, nous, on avait mis en valeur en particulier donc, les créations de zonage comme la ZMTC, la ZAART, donc la zone de mobilité du trait de côte, qui correspond donc à une zone où l'urbanisation serait interdite parce que sujet à une mobilité à court, moyen terme, et une ZAART, donc une zone d'autorisation d'activité résiliente et temporaire sur une zone qui, en fait, serait en arrière de cette ZMTC et qui pourrait disposer de projets d'urbanisation, mais qui ne seraient pas pérennes, donc soit avec des autorisations de destruction, de démolition, soit ce seraient des équipements qui seraient très réversibles, ce qui permettrait d'anticiper en fait le recul, mais aussi de permettre un développement
socio-économiques concrets, parce que sinon, pour certaines communes, ça peut être très compliqué du jour au lendemain d'entamer la déprise du trait de côte. Donc, ce serait pour vraiment réaliser un compromis entre l'anticipation du risque et le développement socio-économique, et pas causer, comme l'ont exprimé ceux qui ont rédigé le rapport, pour pas causer la mort d'une commune à cause d'un développement socio-économique qui ne serait pas pris en compte. Alors, du coup, je voulais aussi revenir sur une question qui avait été posée. Alors, oui, c'était quel lien entre un PPRL et le PLUI? Alors, le PLUI qui est actuellement en place sur la CCPA et donc sur Plouguerneau, il va comprendre des zones d'aléas forts, moyens et faibles. Et en plus de ça, il va comprendre aussi les zonages qui sont compris par le PPRSM. Et donc, en fait, avec un PPRL, donc une version plus actuelle donc, du plan de prévention des risques de submersion marine, avec le plan de prévention des risques littoraux. Donc, non seulement il y a une meilleure prise en compte des risques, mais du coup, ce zonage qui est présent dans le PLUI, il serait remis à jour. Et donc, on retrouverait toujours le zonage au niveau de l'urbanisme, mais cette fois-ci, au lieu que ce soit celui du PPRSM, ce serait celui du PPRL. Voilà. Donc, ça ne change pas grand-chose. Par contre, ça demande une mise à jour du PLUI si jamais il y a certaines communes qui passent au PPRL. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Et sinon, je laisse la main à d'autres personnes pour compléter. Veux-tu peut-être juste réagir par rapport les délires départemental. Et donc, sur la question du fameux taxe GEMAPI. Oui, donc pour la taxe GEMAPI, justement, donc ça, c'est par rapport aux entretiens qu'on a pu mener tout au long de l'étude. On s'est rendu compte que voilà, la taxe GEMAPI, c'était quelque chose qu'il fallait vraiment essayer d'amener progressivement, parce que plus elle sera amenée progressivement et moins elle sera importante. La cotisation donc, pourra être vraiment progressive et donc ça permettra d'habituer la population à une cotisation par rapport au risque d'inondation, mais aussi par rapport à la gestion des bassins versants, qui est loin d'être une question qui est négligeable pour la CCPA. Et donc, en fait, c'est ça l'idée, de la mettre en place, la taxe GEMAPI, le plus tôt possible. Ça permet déjà d'accumuler des fonds pour l'aménagement du littoral, parce que pour la relocalisation, ce n'est pas possible de mobiliser la taxe GEMAPI. Cependant, pour l'aménagement du littoral, c'est possible de la mobiliser. Mais par contre, voilà, pour la relocalisation, il faudra un autre fonds vraiment dédié à ce mode de gestion-là. Et c'est ça qui manque actuellement et qui est envisagé, par contre, dans le rapport parlementaire de Stéphane Buchou. Et peut-être même qu'on aura une ébauche, même si, d'après ce que j'ai compris, ce ne sera pas le cas. Mais dans la loi 4D, voilà, il y a des propositions qui ont été présentées par rapport à l'urbanisme, mais pas par rapport à l'aspect financier. Donc, à voir par la suite comment ça va être réalisé. Mais voilà où on en est, et c'est pour ça qu'il faut vraiment communiquer. En plus, la taxe GEMAPI, l'avantage, c'est que voilà, en demandant une cotisation de la part de la population, bah, ça permet aussi de faire tout un travail de sensibilisation à partir de cette taxe-là, parce que forcément, dès qu'il s'agit de payer, bah, on va être beaucoup plus intéressé de savoir pourquoi est-ce qu'on paye. Et montrer des actions concrètes, montrer comment est-ce qu'on peut aménager le littoral grâce à cette taxe, ça peut être vraiment un effet très performatif pour les populations, et en plus ça permettrait d'adapter les supports de communication. Voilà, si jamais il y a d'autres remarques que vous voulez, sur lesquelles vous voulez que je développe, il n'y a pas de problème. Oui, Alain. Sinon, je vais laisser je comptais laisser la parole à Gilliane pour qu'elle revienne sur les questions par rapport au GR34 et aussi l'effet de boue. Moi, j'avais une interrogation justement au sujet du financement des relocalisations. Au vu des moyens financiers qui sont nécessaires pour relocaliser, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une taxe au niveau national, puisque le recul du trait de côte est aussi un phénomène national et que le littoral est quelque chose de partagé non seulement par les habitants des communes littorales, mais aussi par les habitants de l'intérieur qui viennent admirer nos côtes. C'est pour ça qu'il y a plusieurs propositions qui sont envisagées, mais il n'y a pas une seule réponse. Il y a une taxe, par exemple, sur les nouvelles transactions immobilières qui sont réalisées sur
sur le littoral. Donc là, par contre, ce serait à l'inverse de ce que vous disiez à l'instant, ce ne serait pas une solidarité plutôt nationale. Mais l'idée de constituer un fonds vraiment dédié à la relocalisation, c'est parce que les fonds qui sont utilisés pour indemniser les victimes les victimes du risque de submersion marine, actuellement, c'est un fonds, c'est le fonds Barnier. Mais sauf que ce fonds-là, il ne suffira jamais pour pouvoir dédommager toutes les personnes qui peuvent être touchées par l'aléa submersion marine ou inondation d'ici un futur proche. Donc oui, il y a cette idée donc, des transactions immobilières, mais il y a d'autres idées qui sont envisagées sur le plan financier, comme par exemple, si je me souviens bien, il y a aussi il y avait des propositions par rapport à essayer d'améliorer la solidarité qui est comprise, par exemple, par rapport à l'assurance habitation, mais je ne pourrais pas trop m'exprimer sur cet aspect-là pour l'instant. Il faudrait que j'approfondisse un petit peu le rapport parlementaire pour pouvoir détailler toutes les mesures financières qui sont envisagées. Nous, on s'était surtout concentré sur les transactions immobilières sur le littoral, parce qu'après, voilà, demander une solidarité nationale par rapport à l'indemnisation de certaines personnes qui sont trop proches du littoral, ça pose aussi de grosses questions de solidarité, parce que tous ceux qui sont sur le littoral n'ont pas du tout les mêmes capacités financières, n'ont pas du tout la même valeur financière que lorsqu'il est question de leurs biens. Et demander une solidarité pour des personnes qui disposent d'un bien qui est à un demi-million, voire beaucoup plus, ça pose des questions de demander une solidarité nationale par rapport à ce genre de cas-là. Sauf que si jamais on met en place une indemnisation nationale, on ne pourra pas faire au cas particulier. Donc ça demande énormément de réflexion, et c'est bien pour ça que le rapport parlementaire essaie de travailler cette question-là, et qu'il y a encore beaucoup d'interrogations sur la manière dont ils vont essayer de constituer ce fonds dédié à la relocalisation. Et voilà, ça va être tout l'enjeu des mesures législatives dans les prochaines années. Ok, merci. Ok, merci. Pas de souci. Je vais peut-être laisser Gilliane intervenir sur les effets de boue et sur la question du SPPL et du GR34. Alors, il y a une question qui avait été posée. Donc, vous avez indiqué que les enrochements pouvaient être contre-productifs du fait des effets de boue. Pouvez-vous revenir un peu sur ce point? Alors oui, donc vous avez dû le comprendre, le littoral, du coup, c'est un milieu qui est en mouvement constamment. Et donc, venir mettre des ouvrages en dur sur un milieu qui est mouvant naturellement, forcément que ça ne va pas en fait contrer les forçages naturels. Ces forçages naturels, ils vont juste se répercuter en fait sur d'autres endroits là où on n'a pas posé d'ouvrage dur. Donc, imaginez que la houle, elle arrive au bord en fait, face à un enrochement. En fait, la houle va diffracter autour de l'ouvrage, en fait, aux extrémités de l'ouvrage, et ça va concentrer une énergie. Et du coup, comme il y a une concentration d'énergie, eh bien, l'érosion, elle est plus forte. Donc oui, ça peut être complètement contre-productif, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on ne recommande plus du tout maintenant. Voilà, pour cette question. Et après, donc, il y avait une autre question sur le GR. Les phénomènes subaériens étant majoritaires dans l'érosion des falaises meubles, a-t-on d'autres choix que de reculer le GR34? Non, pas trop. Parce que, non mais c'est vrai, ce sont vraiment les agents subaériens qui sont responsables de l'érosion des falaises meubles. Et comme le GR34, il est vraiment au sommet de la falaise, souvent, on a déjà le piétinement des passants. On a en plus l'érosion en nappe, comme Manuel l'a expliqué tout à l'heure. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas d'autre choix, là, pour le coup, que de reculer un petit peu le sentier pour éviter des éboulisations ou des glissements de pans de falaise. Alors, on est conscient aussi que le GR34, c'est un sentier littoral. Donc, évidemment, il a vocation de rester sur la côte, mais ce serait quand même préférable de l'éloigner de quelques mètres quand même. Parce que des fois, à Plouguerneau, on est sur un espace qui est très restreint entre le bord de la falaise et le sentier. Des fois, c'est moins d'1 mètre.
Oui, tout à fait. Alors, la commune de Plouguerneau a commencé à anticiper, effectivement, en achetant des terrains en recul du GR34. Mais je pensais en particulier au camping de la Grève Blanche, qui lui se trouve complètement en bordure du GR. Et là, ça va poser un gros problème. Oui, oui, ça va vraiment poser un gros problème. Ouais. Surtout avec cette servitude de passage, mais ouais, on n'a pas de solution là dans l'immédiat. Vous avez eu l'occasion de parler avec le responsable du camping ou pas? Non, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion. Et je pense que si bon, il n'y avait pas eu cette histoire de confinement, etc., on aurait été le voir avec plaisir pour discuter avec lui. Mais on n'a pas pu le faire du coup. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on passe en phase de conclusion? Je crois que Mme Melchior a levé la main. Comment? Je pense que Mme Melchior a levé la main. Non, je pense que je ne l'ai pas baissé surtout, excusez-moi. C'est ça, je crois. Je vais retourner, Voilà, je baisse ma main. Bon. Je viens de voir que vous aviez demandé à ce qu'on vous transmette la présentation du coup. Il n'y a pas de problème. Oui, je l'ai demandé si c'est possible, parce que je pense que mes collègues peuvent être intéressés, c'est un beau travail. Oui, bah, bien sûr, il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous transmettre votre mail dans la discussion? Merci. Oh, peut-être on peut aller vers la phase de conclusion. Peut-être un mot des 3 partenaires institutionnels autour de la table, l'UBO. On n'a pas encore entendu Iwan. Peut-être le maire de Plouguerneau pour la commune. Et donc Vincent, en conclusion pour le département. Et ensuite, on peut demander aux étudiants le mot de conclusion et comment ils ont vécu ces 2 heures de visioconférence. Iwan. Merci Andrew, mais tu m'obliges à rompre la sacro-sainte règle qui est que les encadrants n'interviennent pas lors de ces présentations. Je me tourne vers Louis qui habituellement on n'intervient pas. Voilà. Mais bon, écoutez, qu'est-ce que je peux dire? Donc on encadre ce groupe d'étudiants depuis le mois de septembre en lien avec la municipalité de Plouguerneau et puis le conseil départemental. Et comme l'a expliqué Andrew, c'est un processus à plus long terme parce que les étudiants arrivent et choisissent un atelier, mais avant, il y a toute la phase de mise en œuvre de ces ateliers, de préparation, d'identification des sujets, des partenaires. Il y a une petite enveloppe financière également pour le fonctionnement. Donc, pour nous, c'est vrai que le partenariat Litorisque, nous offre un certain confort puisque voilà, j'ai noté le lieu du prochain atelier de 2021-2022. Donc voilà, on a cet exercice récurrent, mais qui présente à chaque fois ses spécificités, parce qu'évidemment, chaque commune a ses particularités à la fois naturelles et puis humaines et de gestion. Voilà, je ne vais pas accaparer la parole très longtemps. Je pense que je vais juste remercier les étudiants parce que je suis, moi, particulièrement très fier du travail qui a été réalisé, qui effectivement est assez complet. Et on a eu la chance, je pense, d'avoir un groupe avec des compétences très variées, puisqu'on a même un philosophe, comme vous l'avez compris. Voilà, la philosophie des risques côtiers. Je pense qu'il y a un vaste champ de recherche dans ce domaine-là. Donc voilà, donc c'est un très bon travail. Si ça vous êtes intéressé, donc il y a un rapport qui est également de très bonne qualité et qui fournit plus de détails, puisque dans une présentation même d'1 heure, il faut faire des choix. Et puis via le partenariat Litorisque, de toute façon, on reste en contact, Andrew et Alain et donc tous les membres de la municipalité de Plouguerneau.
Voilà, donc je vous remercie en tout cas également à toutes les personnes qui se sont connectées pour assister à cette présentation parce que habituellement elle se déroule en public. Alors il y a un peu de public quand même, mais c'est vrai que c'est une vraie frustration. Voilà. Merci beaucoup. Je laisse Andrew et Vincent, les deux autres institutionnels, conclure. Oui, plutôt que Andrew, peut-être Yannick pour la mairie, si Yannick, tu es toujours là. Oui, je suis toujours là. Ouais. Donc, je n'ai pas abusé de la parole et je me suis déjà exprimé. Donc, réexprimer un grand merci aux étudiants et à leurs encadrants, professeurs, pour le travail qui a été réalisé. Donc, il est clair que c'est pas cette intervention-là, c'est pas quelque chose qu'on va laisser de côté, qu'on va oublier. Hein. On le vit plutôt comme un point d'étape et avec des perspectives qui sont relativement claires, d'élargissement de ces questions-là à d'autres partenaires, à la fois entre communes, voire entre deux communautés de communes, élargissement aussi en direction des habitants avec la question majeure de l'appropriation collective, et puis considérer que sur des dossiers, des questions comme celle-là, on n'est pas sur le seul registre d'une petite mandature. Hein, donc c'est vraiment une projection au moyen et long terme avec tout ce que ça doit pouvoir induire de responsabilité, c'est-à-dire responsable de celles et ceux, enfin à notre petit niveau aussi, donc de celles et ceux qui nous succéderont, celles et ceux qui vivront le territoire dans les 50 et 100 années et plus que ça à venir. Voilà, un grand merci. Vincent, un mot? Vincent, oui, je partage tout à fait la satisfaction que je crois assez générale là, quand je lis les mots dans le chat. Donc, effectivement, un grand merci aux étudiants. Vous avez réalisé un travail de très, très bonne qualité et qui, du coup, comme je le disais en introduction, permet de mettre en valeur le partenariat Littorisque auprès des collectivités littorales finistériennes. Et comme le suggérait Monsieur le maire, effectivement, vous avez ouvert des champs d'investigation, vous avez permis de mieux faire comprendre la dynamique littorale sur Plouguerneau. Et je souhaite de tout cœur que la commune puisse poursuivre ses travaux. Et bien sûr, le partenariat Littorisque se tiendra à ses côtés pour l'appuyer, ainsi que pour les autres communautés de communes ou communes. Et comme je l'indiquais également dans le chat, pour les collectivités qui souhaiteraient mettre en place une observation de leur littoral, bien le partenariat, là aussi, peut les accompagner dans la définition des sites à suivre, des méthodes, des fréquences de suivi, etc. Donc, voilà, pour conclure, un grand merci. Et puis, je vous souhaite également une bonne poursuite dans votre vie professionnelle et en espérant que cet atelier aura permis aussi pour vous de voir un petit peu de plus près ce qui va vous attendre dans les prochaines années. Voilà. Merci encore. Merci à tous pour vos commentaires. Je fais juste un petit mot si tout le monde n'a pas vu dans la discussion. Alors on a mis la présentation via un lien de téléchargement si jamais vous souhaitez la revisionner plus tard. Voilà, merci. Et une réaction plus large par rapport au déroulement de ce soir? Est-ce que les questions ont été utiles? Comment avez-vous vécu ça? Écoutez, pour nous, c'était un plaisir aussi de faire ce travail et cette restitution. On essaie de faire le maximum qu'on pouvait. Et puis, voilà, on voit que les retours sont relativement positifs. Donc, on est contents, je pense, tous de ce travail et de ce projet qu'on a commencé il y a un peu plus de 4 mois maintenant. Bon, c'était votre dernier mot. Donc, en effet, beaucoup de félicitations et tous nos meilleurs voeux pour les stages qui vont commencer pendant le 2e semestre.
même un stage à Plouguerneau, je crois. C'est très bien. Bon, merci à toutes et à tous. Et donc, les documents vont être disponibles sans doute sur le site de la mairie, etc. Et les liens seront disponibles là, dans le chat. Donc, un grand merci à tout le monde.